Et si l'allègement de la dette africaine n'était qu'un mirage, dissimulant l'une des plus vastes captations de richesses du XXIe siècle? Lorsque le Fonds monétaire international, bras financier de l'Occident, annonce en grande pompe un allègement historique de 3 milliards de dollars pour l'Afrique, la planète financière salue unanimement ce geste. À Washington, Paris, Berlin ou Londres, économistes et politiques rivalisent d'éloges, parlant de solidarité retrouvée, de rédemption, d'un nouvel humanisme économique. Sur les plateaux télé, les analystes répètent, tels des mantras, que l'Afrique entre enfin dans une ère d'équité. Mais sur le continent, la réception de cette nouvelle est bien différente. Là où beaucoup voient un cadeau, d'autres perçoivent une ruse. Le capitaine Ibrahim Traoré, figure montante du Burkina Faso et symbole d'une jeunesse africaine en quête de dignité, refuse de s'incliner devant l'enthousiasme ambiant. Devant les caméras, il lève le voile sur ce que beaucoup murmurent sans jamais oser l'affirmer. Derrière ce cadeau apparent, il y a des chaînes invisibles, forgées dans les couloirs feutrés des institutions financières internationales. Pour bénéficier de cette prétendue grâce, l'Afrique doit céder l'essence même de son avenir, son or, son pétrole, son uranium, son cobalt, son lithium et même l'accès à ses terres arables. Les ressources les plus précieuses deviennent la véritable monnaie de l'accord, hypothéquée pour des décennies, parfois au-delà d'une génération. En d'autres termes, la liberté affichée masque un asservissement plus profond et plus durable. Prenons le cas de la République du Congo au début des années 2000. Pour obtenir un allègement partiel de sa dette, le pays a dû garantir 40% de sa production pétrolière pour 10 années consécutives. Cela signifiait vendre son pétrole à des prix souvent inférieurs à ceux du marché mondial, privant ainsi l'État de milliards de dollars de recettes potentielles qui auraient pu financer l'éducation, la santé ou les infrastructures. Un autre exemple frappant, au Mali, 25 tonnes d'or ont servi de garantie pour restructurer la dette. À l'époque, la valeur réelle de ces réserves dépassait de loin le montant de la dette effacée. Mais les accords imposaient une évaluation bien en dessous des cours mondiaux, au bénéfice d'intérêts étrangers. À première vue, la dette s'efface. Mais dans l'ombre, la souveraineté s'effrite. Le continent paie 2 fois, d'abord en cédant ses richesses à vil prix, ensuite en légitimant un système où l'avenir de l'Afrique se négocie sans elle, dans des bureaux à des milliers de kilomètres de ses frontières. La question brûle, dette effacée ou souveraineté confisquée? Si l'illusion persiste, l'Afrique risque de perdre le contrôle de ses ressources pour des générations entières. Cette libération, célébrée, pourrait n'être qu'un piège raffiné, un mécanisme discret de dépendance, où la liberté affichée masque un asservissement plus profond encore. Les conséquences de ce système ne se limitent pas à quelques contrats. Elles s'inscrivent dans la trajectoire historique du continent. Au tournant des années 80, l'Afrique, confrontée à la chute brutale des prix des matières premières, cacao, café, pétrole, cuivre, s'est retrouvée étranglée par des dettes contractées à des taux variables, souvent usuraires. Les institutions de Bretton Woods, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont alors imposé leur célèbre programme d'ajustement structurel à une grande partie du continent. Derrière ce jargon technocratique, la recette reste invariable. Coupe brutale dans les budgets sociaux, privatisation massive, ouverture totale des marchés et chute drastique des investissements publics. Les conséquences ont été dévastatrices. Dans de nombreux pays, les écoles se sont délabrées. Les hôpitaux ont été abandonnés. La mortalité infantile a grimpé en flèche et le chômage des jeunes est devenu chronique. La Côte d'Ivoire, auparavant surnommée le miracle africain, a vu son système éducatif s'effondrer, tandis que la Zambie, riche en cuivre, a dû céder la gestion de ses mines à des sociétés étrangères, perdant ainsi le contrôle sur une de ses principales sources de revenus. La pauvreté, loin de reculer, s'est enracinée, touchant des millions de familles. L'Afrique, pourtant riche de ses ressources, pétrole, or, uranium, cuivre, bauxite, cobalt, s'est vue contrainte de céder le contrôle de ses secteurs stratégiques simplement pour honorer des dettes contractées à des conditions iniques. Sous couvert de privatisation, ce sont les joyaux du continent qui passent aux mains d'intérêts étrangers.
Les sociétés publiques sont démantelées, les terres agricoles liquidées à bas prix, les infrastructures essentielles vendues à des multinationales. Prenons le cas du Sénégal, où la privatisation de la Société nationale d'électricité s'est traduite par une hausse des tarifs pour les ménages les plus pauvres, sans amélioration notable du service. Au Mozambique, la cession de terres agricoles à des investisseurs étrangers a privé des milliers de familles de leurs moyens de subsistance, créant de nouveaux foyers de pauvreté. Cette dépendance s'aggrave. Pour honorer les dettes, il faut attirer des capitaux étrangers, quitte à hypothéquer l'avenir du pays à vil prix. Chaque année, des milliers de milliards de francs CFA, de nairas ou de shillings quittent le continent sous forme de profits rapatriés, de flux illicites ou de dividendes versés à des actionnaires étrangers. Au fil des décennies, les mots changent: développement, allègement, partenariat. Pourtant, la logique profonde demeure: maintenir l'Afrique dans le rôle de simple fournisseur de matières premières, dépendante, jamais souveraine sur sa propre chaîne de valeur. Chaque réforme dictée de l'extérieur éloigne un peu plus le continent de sa liberté économique. Oublier cette histoire, c'est risquer de répéter les mêmes erreurs. Dépendance renforcée, perte de richesses immense, décisions politiques prises ailleurs. Les enjeux sont gigantesques. Des milliers de milliards échappent aux populations africaines, et c'est la souveraineté même du continent qui se joue, génération après génération. Mais comment ces mécanismes, présentés comme des solutions, ont-ils pu enfermer l'Afrique dans un cercle vicieux de dépendance? Pour comprendre l'ampleur de l'enjeu, il faut revenir à la genèse de cette dette et à ceux qui en tirent les ficelles. Dans les années 70, alors que de nombreux États africains accédaient à l'indépendance, la promesse d'un développement rapide reposait sur l'endettement extérieur. Les gouvernements, souvent encouragés par leurs anciens tuteurs coloniaux, ont contracté des emprunts massifs auprès des marchés internationaux, misant sur une croissance rapide et une augmentation des recettes d'exportation. Mais la volatilité des prix, la corruption et l'absence de diversification économique ont rapidement transformé ce pari en cauchemar. Les taux d'intérêt ont explosé dans les années 80, rendant le service de la dette insoutenable. Les États, incapables de rembourser, ont été contraints d'accepter des plans de restructuration dictés par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. C'est là que s'est noué le piège. En échange d'un sursis, il fallait privatiser, ouvrir les marchés, réduire les dépenses publiques et mettre en gage les ressources naturelles. Sous chaque promesse d'allègement, un piège invisible se referme sur le continent. Derrière l'éclat rassurant des accords internationaux, la mécanique réelle des allègements de dettes se dévoile. Une domination renouvelée, plus subtile, plus insidieuse. Prenons des cas précis. En Angola, au sortir de la guerre civile, le pays a cédé 40% de sa production pétrolière pour les 10 années à venir, sacrifiant ainsi une richesse stratégique. Ce n'est pas un cas isolé. Au Ghana, la mine d'or d'Obuasi, autrefois fleuron de l'économie nationale, est aujourd'hui sous contrôle étranger, les bénéfices majeurs étant expatriés. Ailleurs, 25 tonnes d'or servent de garantie à des tarifs imposés bien en dessous du marché mondial, privant la population de milliards en revenus potentiels. En Guinée, la bauxite, essentielle à la production mondiale d'aluminium, est exploitée à des conditions si désavantageuses que l'État ne touche qu'une fraction de la valeur réelle du minerai exporté. Chaque arrangement, déguisé en geste généreux, cache une rançon. Les ressources naturelles sont hypothéquées, systématiquement à des conditions inéquitables, toujours au bénéfice d'intérêts étrangers. La terre, le sous-sol, l'énergie, tout devient monnaie d'échange pour d'autres puissances. Les générations futures héritent de ces dettes silencieuses, sans même avoir voix au chapitre. Les écoles, les hôpitaux, les routes, déjà sacrifiées dans des contrats opaques. Les enfants nés aujourd'hui porteront demain le poids de ces décisions prises hors de leur portée. Ce cycle n'épargne aucun secteur. Cuivre, bauxite, uranium. Chaque ressource devient une nouvelle caution, chaque signature, un acte de dépossession. À chaque soi-disant allègement de dette, une nouvelle saisie s'opère, discrète mais implacable. Le chiffre donne le vertige. Chaque année,
Selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, le continent perd plus de 88 milliards de dollars à cause des sorties illicites de capitaux et des exportations sous-évaluées. Autant de richesses capables de bâtir des nations, mais détournées pour soutenir le confort d'autres ailleurs. Ces accords, loin d'être neutres, assurent la stabilité énergétique et industrielle des économies occidentales, tout en transférant tous les risques sur les épaules africaines. Chute des prix, épuisement des ressources, volatilité des marchés. Tout cela pèse sur le continent, jamais sur ceux qui en profitent. La dépendance se perpétue, habilement déguisée en générosité. Plus l'Afrique accepte ces mécanismes, plus elle finance la prospérité d'autrui, au prix de sa propre souveraineté et de son développement. Pour illustrer la mécanique, penchons-nous sur la situation du Niger. Ce pays, l'un des plus pauvres du monde, détient pourtant d'immenses réserves d'uranium, essentielles à la production d'électricité nucléaire en Europe. Depuis des décennies, les contrats conclus imposent des prix d'achat bien inférieurs à ceux du marché international. Résultat, alors que l'uranium du Niger alimente des villes entières en Europe, une grande partie de la population nigérienne demeure sans accès à l'électricité. Continuer sur cette voie, c'est accepter d'hypothéquer le futur, d'offrir ses trésors aux plus offrants, et de renforcer un système où les dés sont toujours pipés contre elle. Mais ce piège n'est pas inéluctable. Existe-t-il une issue à ce cercle vicieux, une possibilité de rupture? Et si le cœur du jeu n'était ni la dette, ni le contrôle des ressources, mais bien l'instrumentalisation silencieuse d'un continent tout entier, piégé dans une guerre des monnaies qui redessine l'ordre mondial. Derrière les sourires diplomatiques, une enquête explosive dévoile l'existence du phénix dollar, une devise numérique occidentale, conçue dans l'ombre pour contrer l'ascension fulgurante du yuan digital chinois. Mais ce phénix dollar n'est pas une magie sortie de nulle part. Pour lui donner du poids, ces architectes recherchent une garantie réelle. L'or d'Afrique, son pétrole, son uranium, son cobalt, ses terres rares. Toutes ces richesses, depuis si longtemps convoitées, sont discrètement mises en gage. Comment? Par des accords de dette savamment rédigés, qui fixent la valeur de ces ressources bien en dessous de leur prix réel sur les marchés mondiaux. Ce sont des milliers de milliards de dollars sacrifiés, verrouillant l'avenir du continent, permettant à l'Occident d'adosser sa monnaie à des trésors africains, sans que personne ne proteste. L'Afrique devient alors la fondation invisible d'un nouvel empire monétaire. Une colonne vertébrale cachée, mais décisive. Aucune consultation publique, aucun vote. Ces choix se prennent loin des regards, dans des bureaux feutrés de Washington, Londres, Paris. Chaque tonne de cobalt extraite, chaque baril de pétrole, chaque gramme d'or devient une caution silencieuse au profit d'intérêts étrangers. Si ce plan aboutit, l'avenir monétaire de l'Afrique se joue sans elle. Face au raz de marée du yuan digital, l'Occident mise tout sur le phénix dollar. Le continent africain, pris entre deux titans, n'est plus qu'un pion sur l'échiquier mondial, sa voix étouffée, ses intérêts sacrifiés. Pourtant, un choix subsiste. Continuer sur cette route, c'est accepter que la richesse collective du continent serve à garantir la stabilité d'un système qui lui échappe. C'est aussi abandonner la maîtrise de son destin économique, sa souveraineté politique, hypothéquer la liberté des générations à venir. Refuser, c'est affronter des pressions colossales, mais aussi rouvrir la porte d'une souveraineté tant désirée. L'enjeu est gigantesque. Il ne s'agit plus seulement de dette ou de contrat, mais du droit fondamental pour l'Afrique de choisir. Sera-t-elle pion ou bien roi sur l'échiquier du monde? Mais le réveil ne viendra pas sans heurts, car, dans l'ombre, les architectes du phénix dollar n'ont pas dit leur dernier mot. Pour la première fois depuis les indépendances, les peuples africains et leurs gouvernements parlent d'une seule voix. Sur tout le continent, une vague de réveil inonde les rues et les esprits. Des étudiants, des syndicats, des journalistes, jusqu'aux diasporas, tous se dressent pour clamer un même mot d'ordre. Nos ressources ne sont pas à vendre. Dans les avenues de Dakar, Bamako, Ouagadougou, Abidjan, des foules de jeunes scandant leur colère. Les réseaux sociaux s'embrasent. Les radios communautaires et la presse alternative dénoncent les accords secrets. Réclamant la vérité,
et la justice. Pour la majorité, il n'est plus question de subir en silence l'exploitation de l'or, du pétrole ou de l'uranium échangés contre une dette prétendument effacée. Face à cette mobilisation, l'Alliance du Sahel, Burkina Faso, Mali, Niger, prend une décision historique: la rupture des contrats du Fonds monétaire international liés aux ressources naturelles. Les chefs d'État lancent un appel pour un front panafricain et invitent tous les pays à briser le cercle des dépendances, à écrire ensemble de nouvelles règles. Une onde de choc secoue les marchés mondiaux. En quelques jours, le cours de l'or et de l'uranium bondit. À Wall Street comme à Paris, les analystes s'interrogent. L'Afrique va-t-elle vraiment tourner le dos à l'ordre établi? Dans l'urgence, les pays sahéliens s'organisent. Des discussions s'ouvrent pour créer des alternatives, systèmes de paiement régionaux, déconnectés du dollar et de l'euro. Des experts africains conçoivent des monnaies numériques maison, loin du contrôle occidental, pour garantir les échanges de matières premières et stimuler le commerce intra-africain. Plusieurs États engagent des négociations avec des partenaires d'Asie, d'Amérique latine ou du Moyen-Orient. Objectif: diversifier les alliances, sortir du carcan nord-sud. Certains proposent des accords de troc. Coton, cacao ou lithium deviennent monnaie d'échange, brisant le cycle des prêts sous conditions. La diaspora, longtemps spectatrice, entre en scène. Sur tous les continents, elle exige la transparence des contrats, investit dans des écoles, des hôpitaux, des start-up. Un pacte de confiance naît entre ceux restés au pays et ceux partis chercher ailleurs une vie meilleure. Au fil des semaines, le fossé grandit entre la logique occidentale, extraction et dette, et le rêve africain de souveraineté. Les tentatives de médiation échouent. Chaque camp s'accroche à sa vision du monde. Désormais, l'enjeu dépasse la simple question des ressources. C'est une bataille pour l'identité, la dignité et la solidarité qui commence à refonder la politique et l'économie du continent. Mais la route s'annonce périlleuse. Réussir cette transition bouleverserait l'ordre financier mondial et mettrait fin à des décennies de domination. À l'inverse, un échec pourrait plonger l'Afrique dans l'isolement, entraîner des représailles économiques et briser l'élan d'espoir qui s'est levé dans les rues et les cœurs. Pourtant, derrière l'euphorie et la mobilisation, les premiers obstacles se dressent déjà. La résistance des puissances étrangères ne tarde pas à se manifester, déterminée à préserver ses intérêts. La souveraineté ne se proclame pas, elle se construit, jour après jour, dans la vérité et l'action collective. Alors que résonnent les discours officiels et que les puissances étrangères applaudissent à demi-mot, une question obsédante demeure. Jusqu'à quand accepterons-nous que notre or, notre pétrole, notre uranium servent de garantie à des promesses vides? Nos enfants naîtront-ils en sachant que leurs richesses sont déjà bradées, hypothéquées au profit d'intérêts lointains? L'allègement de la dette, présenté comme un cadeau, n'est qu'un mirage. Derrière chaque annonce de milliards effacés se cache un accord tacite. Céder une part de notre avenir pour un présent fabriqué de toutes pièces. Les chiffres disparaissent sur le papier, mais nos ressources deviennent des lignes dans des bilans qui ne nous appartiennent pas. Se taire, c'est accepter de rejouer la même pièce, celle du fournisseur docile, jamais du décideur. En écoutant les paroles du capitaine Traoré, la supercherie devient limpide. La générosité affichée n'est qu'un outil sophistiqué de domination. L'Afrique paie 2 fois, d'abord avec ses biens, puis avec sa souveraineté sacrifiée sur l'autel de l'illusion monétaire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La force d'un peuple vient de sa capacité à briser le silence, à refuser la peur et la résignation. Si l'Afrique ose s'unir, revendiquer ses droits, défendre ses intérêts, elle peut devenir le moteur d'un nouvel ordre mondial où les règles ne seront plus imposées, mais créées ensemble. Il n'est plus question d'attendre un sauveur venu d'ailleurs. La riposte commence ici. Par l'accès à l'information, l'éducation des plus jeunes, la valorisation des initiatives locales et la transparence dans la gestion des ressources. Cela demande du courage, dénoncer les accords iniques, forger des alliances régionales solides et assumer nos erreurs pour mieux avancer. La libération véritable ne viendra pas d'un accord signé à Washington, Paris ou Londres.
Elle naîtra de la capacité des Africains à se regarder en face et à exiger justice. À chaque citoyen, chaque leader, chaque jeune, remettez en cause le récit dominant, refusez le fatalisme, réclamez des comptes. Souvenez-vous, notre avenir n'est pas à vendre, même pour 1000 milliards ou 10 000 milliards. La souveraineté vraie est un choix quotidien. Elle s'ancre dans les actes, la clarté, la solidarité. Si l'Afrique ose parler d'une seule voix, la peur change de camp, et l'histoire peut enfin s'inverser. Le temps du réveil est venu. Ce qui paraissait impossible hier est aujourd'hui vital. La responsabilité est nôtre. Écrire une page d'émancipation, pas de soumission. Chacun a sa part à jouer, car l'Afrique n'a jamais eu besoin d'autorisation pour inventer son avenir. Pour aller plus loin, quelles solutions concrètes existent pour sortir de ce cycle? Premièrement, la mise en place d'audits citoyens sur la dette, à l'image de ce qu'a tenté l'Équateur en 2008. Le pays sud-américain a audité l'origine de sa dette, distinguant la part illégitime, contractée sous la contrainte ou dans des conditions iniques, et a refusé d'en rembourser une partie. Si plusieurs États africains lançaient de tels audits, ils pourraient renégocier, voire annuler, une dette contractée au mépris des intérêts nationaux. Deuxièmement, la création de banques de développement panafricaines, financées par des fonds souverains issus des recettes minières et pétrolières. Ces institutions pourraient investir dans l'industrialisation, l'agriculture locale, l'éducation et la santé, rompant avec la logique de dépendance aux bailleurs étrangers. Troisièmement, la renégociation des contrats miniers et énergétiques. L'exemple de la Tanzanie, qui a contraint les multinationales à renégocier les termes de l'exploitation de l'or, prouve qu'un État déterminé peut améliorer la part qui revient à sa population. Quatrièmement, l'intégration régionale. En renforçant les échanges intra-africains, le continent réduit sa dépendance aux marchés occidentaux. La zone de libre-échange continentale africaine, lancée en 2021, ouvre la voie à une nouvelle dynamique, où les ressources circulent au service du développement africain, non de l'exportation brute. Cinquièmement, l'investissement massif dans l'éducation et la formation. Une jeunesse instruite, consciente des enjeux, capable de négocier à armes égales avec ses partenaires, est la meilleure garantie de souveraineté. Enfin, la mobilisation citoyenne. Les réseaux sociaux, les médias indépendants, les ONG, les syndicats, la diaspora, tous ont un rôle à jouer pour exiger transparence, justice et équité. L'histoire récente regorge d'exemples où la pression populaire a fait reculer des gouvernements corrompus ou des multinationales prédatrices. L'Afrique n'a jamais manqué de ressources, mais trop souvent, elles ont été extraites, exportées, valorisées ailleurs. Il est temps de transformer cette richesse en levier d'émancipation, non en corde de servitude. L'heure est venue de passer de la résistance à la proposition, inventer de nouveaux modèles de développement, bâtir des institutions robustes, investir dans la jeunesse, tisser des alliances sud-sud, et surtout, exiger que chaque accord soit public, transparent, débattu. L'histoire nous enseigne que nul système d'oppression n'est éternel. À chaque génération revient la tâche de remettre en cause l'ordre établi et d'imaginer d'autres possibles. Aujourd'hui, ce défi est le nôtre. Le choix est là, devant nous. Perpétuer le mirage de l'allègement ou bâtir ensemble la souveraineté véritable. Car, au fond, la question n'est pas qui allège la dette, mais qui décide de l'avenir de l'Afrique. La réponse